La matinale Talk 5 continue ce matin. Merci à vous. Vous continuez à partager, à liker, bien entendu. Et ce matin, je reçois l'ami Alexis Poulain. Alexis, comment vas-tu? Ça va et toi? Tout va Je suis en bien. pleine forme. Alors, pour être tout à fait transparent avec vous, cet entretien, celui-ci est enregistré la veille parce qu'Alexis, on va en parler. Tu animes l'émission sur Sud Radio le vendredi matin, le vendredi à la mi-journée, pardon. Donc, c'était Ouais, plus simple en termes de calendrier de se caler. c'est Et ça. voilà. Alors, Bah, tu nous en dis trois mots de l'émission sur Sud Radio que tu animes tous les ouais, vendredis? alors c'est tous les vendredis 12h14, c'est la tranche d'André Berkoff, mais le vendredi en direct. Et du coup, c'est sûr que jeudi c'est plus simple pour enregistrer parce que Toxin le vendredi, ce serait difficile de faire les deux. Et aujourd'hui, puisqu'on est vendredi, eh bien Ouais. je vais avoir Fabrice Epelboin pour parler Ah oui. des beepers du Hezbollah, Ouais. du terrorisme d'État, des hacks de bien sûr Pavel Durov, Ouais. de la guerre entre les États et les plateformes qui fait rage, guerre de censure, et puis de la démission de Thierry Breton aussi. Oui, en plus. N'oublions pas quand même que lui a fait les frais de von der Leyen en direct. Donc voilà, beaucoup de choses sur la table. Puis on parlera aussi de l'affaire McKinsey avec un des sénateurs qui a été un des membres de la commission d'enquête et qui a auditionné McKinsey et consorts, voilà, pour apporter un peu plus d'informations que le cache investigation d'Élise Lucet. Oui, effectivement. C'est pour ça que c'est intéressant de t'avoir. Alors, on va parler ce matin, Alexis. Moi, je t'ai appelé pour qu'on parle de Thierry Breton. Ursula von der Leyen, Thierry Breton, Macron, il y a tout ce truc-là qui macère de façon opaque depuis un certain temps. On la découvre pas aujourd'hui. On va en parler. Tu vas nous donner ton décryptage, ton analyse. Et puis après, on parlera aussi de la situation politique parce que je vous le répète pour ceux qui viennent nous rejoindre, cette interview avec Alexis a été enregistrée donc hier. La tendance à l'heure où nous enregistrons, c'est Barnier, je reste, Barnier, je pars. Donc on ne sait pas, mais peu importe finalement. Le cirque politique est le même et quoi qu'il se passe dans les prochaines heures, je veux dire, on sortira pas de la mouise aussi facilement. Et je précise aussi, mon cher Alexis, que on n'a pas parlé Sud Radio, mais toi, tu es créateur du Monde Moderne et que tu as bien sûr ta revue de presse tous les matins sur sa chaîne YouTube. Tout ça est dit, bien entendu, cher Alexis. Thierry Breton, il s'est fait jeter, mais méchamment, on va dire. Il a pris la porte, notre ami Thierry. Oui, il a pris la porte avec le seum, comme on dit, c'est-à-dire il l'a pas pris très bien puisque il est parti avec pertes et fracas en expliquant que Ursula von der Leyen avait des soucis personnels avec lui, qu'elle n'a pas évoqué avec lui. Donc il avait été très critique de la gestion de la Commission européenne par Madame von der Leyen en disant que voilà, elle était très opaque, qu'elle était autocratique dans sa manière de faire les choses et ça se voit. Elle s'entoure uniquement d'une garde rapprochée de gens qui viennent déjà d'Allemagne, de son ministère, etc. Et là, Thierry Breton, lui, se voyait en remplaçant de von der Leyen pour son second mandat, donc elle ne l'a pas supporté. Et puis, il a été aussi victime du bris quand il s'est cru l'égal d'Elon Musk et lançant une vendetta personnelle quasiment sur la plateforme X. En expliquant, attention, Elon, si t'es pas gentil, on va tout supprimer, sans en référer à sa hiérarchie et notamment à sa supérieure hiérarchique, Ursula von der Leyen. Donc, ça faisait beaucoup. Il ne démissionne pas, il se fait virer, clairement. Et en plus, je pense que là où la pilule va être très difficile à passer, et j'imagine que il va avoir un poste de repli d'importance pour que ça passe, c'est se faire remplacer par Stéphane Séjourné. Ce qui est quand même... Stéphane Séjourné, 39 ans, qui vient de nulle part, une carrière de militance par pointillé pour finir à La République En Marche. Il se retrouve ministre des Affaires étrangères, on ne sait pas ce qu'il faisait à ce poste. Et là, à 39 ans, il est vice-président de la Commission européenne quand même, avec le portefeuille de Thierry Breton, mais aussi l'industrie. Lui qui ne sait pas ce qu'est une usine. Enfin, c'est impressionnant. Alors, ça dit tout de l'inutilité de ce machin qu'on appelle l'Union européenne. Mais le problème, c'est que non seulement c'est inutile, mais c'est nuisible. Cette commission, il y a maintenant un commissaire européen à la défense, et Ursula von der Leyen s'est entourée de va-t-en-guerre tout comme elle, qui souhaiterait pousser l'OTAN à une guerre frontale avec la Russie. Donc on est là dans un monde extrêmement dangereux, avec des gens qui ne devraient pas être au pouvoir aujourd'hui. Ursula von der Leyen, c'est quelqu'un qui devrait être devant les tribunaux pour corruption avec McKinsey, là aussi, quand elle était au ministère de la Défense en Allemagne, et qu'elle a signé de nombreux contrats, tiens, comme Emmanuel Macron, pour cette agence McKinsey, avec une proximité évidente, évidemment. Donc, voilà, c'est un monde qui va très mal.
Et bon, alors ça peut faire plaisir que Thierry Breton se fasse jeter. On se dit ah oui, très bien. Mais quand on voit le remplacement et la suite, c'est rien d'agréable. Et puis attention, ça ne veut pas dire que Thierry Breton va pas venir se recycler à nouveau en politique française dans un gouvernement Barnier, si Michel Barnier évidemment accepte la tâche lourde qui lui est confiée de former un gouvernement. Voilà, mais visiblement c'est compliqué. Ouais, parce qu'il y avait les âmes charitables qui ont dit le jour où notre ami Thierry Breton a été congédié, qui pourrait à un moment donné récupérer la patate très très chaude de Bercy. Bercy, ouais. C'est ce qui avait été dit. Bon, il y a plein de noms. On a entendu Pécresse, on a entendu Wauquiez. Il y a un jeu de dupes en fait, parce que clairement, le problème des macronistes, c'est qu'ils n'ont pas compris ce qu'était la démocratie, ou ils s'en foutent, mais ça revient au même. Et donc ils n'acceptent pas de perdre, et ils n'acceptent pas la cohabitation, ils n'acceptent pas en fait ne serait-ce que le jeu très limité des urnes. On est quand même dans une démocratie très défaillante, mais même là ils n'acceptent pas. Et donc c'est idiot, parce que c'est un idiot. On va pas parler de génie d'Emmanuel Macron, décide de confier la formation d'un gouvernement à quelqu'un qui vient des LR, une formation microscopique au sein de l'Assemblée nationale, alors importante évidemment au sein des régions, les grands patrons de régions sont LR, les municipalités, bien sûr le Sénat, donc c'est quand même un parti qui pèse encore malgré la caricature que c'est devenu, avec on se rappelle Éric Ciotti qui prenait le siège des LR en otage avant de partir avec le RN. Eh bien, il fait ça et il refuse une cohabitation avec un gouvernement LR. Donc, à un moment, il faut arrêter de jouer comme ça avec les institutions. Emmanuel Macron n'est pas le garant des institutions. Il en est le destructeur. Tout comme il a détruit l'État avec l'aide de McKinsey. Donc, à un moment, moi j'en veux à toute la représentation nationale de ne pas rejoindre la France insoumise dans l'article 68 et donc la tentative de destitution d'Emmanuel Macron. Si ces gens représentent vraiment les Français, s'ils représentent le peuple, aujourd'hui Emmanuel Macron a clairement montré qu'il était un danger pour les institutions et la stabilité des institutions. Donc, en tant que représentant de la nation, tous devraient voter la destitution via l'article 68. C'est un outil constitutionnel qui permet de démettre un président dangereux. Que font-ils? Eh bien non, le RN se dit attendez, on a plein de députés, on va pas arrêter maintenant. Les LR se disent on est en train de se refaire la fraise, on va revenir au pouvoir, c'est pas le moment de faire ça. Les macronistes se disent on n'existait pas, maintenant on est peut-être là pour emmerder les Français pour 40 ans, n'arrêtons pas. Et le PS, n'en parlons pas, c'est la même chose, c'est un parti qui essaye de survivre depuis maintenant une quinzaine d'années. Donc il y a vraiment un hiatus énorme entre cette politique de boutiquiers court-termistes, de gens qui veulent simplement survivre, avoir des parts de marché et gagner de l'argent avec la politique, et derrière tout un pays qui est en train de sombrer, dans un délire européiste, qui est en train de sombrer économiquement avec quelqu'un qui n'est pas fait pour être président de la République. Je le redis, attention, Emmanuel Macron n'avait pas les épaules, les capacités, ni l'expérience pour être à ce poste, ni en 2017, ni en 2022, malgré ses 5 ans de premier ravage. Donc, à un moment, soyez responsables ou disparaissez. Mais il y a l'article 68, c'est le moment ou jamais, montrez que vous êtes des représentants de la nation et pas des petites marionnettes qui ainsi font de l'argent avec nos impôts, ça suffit. Mais c'est vrai que tu as raison de le dire, parce que je partage ton analyse, Alexis, là-dessus, et merci d'être avec nous ce matin sur Toxin. C'est véritablement dans la situation dans laquelle nous sommes, de chaos politique, de chaos démocratique, d'effondrement économique sur tous les plans dans ce pays, plus rien ne tient debout. Effectivement, l'article 68, d'où que vienne l'initiative législative de l'article 68, que ce soit de la LFI ou du parti Canard ou du parti Pirate, manifestement, il semblerait quand même qu'il y ait une ligne fracture qui va s'établir là. Il y a ceux qui vont voter, et enfin du moins ceux qui vont la soutenir et ceux qui vont pas le soutenir. C'est très clair pour le coup. Oui, et on peut dire ce qu'on veut de la France insoumise. Au moins eux ont porté cette tentative de destitution avec l'article 68. Et c'est la moindre des choses à faire quand on est dans un déni de démocratie pareil, quand on est dans une instabilité provoquée par le plus haut personnage de l'État qui est censé être le président de la République. À un moment, il faut être responsable. Et je pense que oui, la France insoumise est responsable en faisant ça. Tous les autres partis sont responsables en parlant de stabilité avec quelqu'un de complètement instable et dangereux à la tête de l'État. Il faut arrêter, en fait. Il y a vraiment un moment là où il y a
un petit jeu médiatique de spectacle politique qui est donné par quelques bourgeois qui s'ennuient, et puis un peuple qui souffre et qui commence à voir que tout ça ne sert à rien. Et donc ça fait monter et d'un côté le vote sanction avec le RN qui en profite et qui pourtant joue le jeu, hein, pas du tout hors système le RN actuellement, et de l'autre côté des gens qui vont arrêter de voter, l'abstentionnisme qui va exploser aux prochaines élections, c'est évident. Et ce qui fait d'ailleurs les belles heures du macronisme, hein. Moins il y a de gens qui votent, plus ces gens-là ont de chance d'être élus. Donc vraiment, c'est une catastrophe. Et la classe politique est une catastrophe. Quand on voit, alors Charles de Courson et Éric Coquerel à la commission des finances qui sont obligés d'aller à Matignon pour demander les notes de plafond pour savoir quelle est l'ampleur du désastre en fait en termes de budget avant que Bruno Le Maire ne se carapate en Suisse. Là on leur ferme les portes, ils sont obligés d'aller à Bercy, on leur ferme les portes. Mais merde! Enfin, à quel moment c'est possible en fait? À quel moment ces gens-là restent au pouvoir? On apprend encore de la corruption et du conflit d'intérêts avec Aurore Berger qui ment sous serment à l'Assemblée nationale sur sa collusion avec les crèches privées. Bon, ça ne surprend personne, mais c'est juste une affaire de plus dans les 10 000 affaires de la Macronie, au-delà du scandale McKinsey qui aurait dû valoir à Emmanuel Macron une destitution. Mais c'est fou en fait de se rendre compte que ce pays est totalement apathique, totalement dans les choux par rapport à l'horreur qui lui tombe dessus depuis maintenant 7 ans. C'est juste improbable en fait, improbable. Et les partis politiques sont co-responsables de ce saccage, voilà. Oui, parce qu'Emmanuel Macron, concrètement la Macronie, a bon jeu avec une opposition qui est en carton-pâte. Bien sûr. Il faut être plus clair, parce qu'il n'y a pas eu que ça. Il y a eu la crise sanitaire, il y a eu les gilets jaunes, il y a eu la réforme des retraites. Depuis 7 ans, je veux dire, le rôle du député pose aujourd'hui vraiment question dans notre parlementaire. Mais quand on voit les sénateurs qui étaient prêts à voter le vaccin obligatoire, quasiment les discours de Maluret qui incarnent la haine du peuple absolu, et tous ces gens-là qui continuent de parler d'arc républicain, de valeurs républicaines, etc. Mais stop, quoi. Il est temps de faire un grand ménage. Vous savez que le sénateur qui a drogué sa collègue députée avec la drogue du viol est en train de magouiller pour revenir tranquillement au Sénat. Mais merde! Quand est-ce qu'on sort le balai, en fait? À un moment, il faut faire le grand ménage. Ouais, on te sent particulièrement énervé, cher Alexis. Mais non, mais c'est vrai que on se rend compte qu'on est dans une impasse politique, mais totale, une impasse démocratique, on le dit. Aujourd'hui, on passe des grades en permanence, tous les jours, on monte en grade, alors que tu l'as dit, le pays s'effondre. Moi, quand j'aurai les commentaires, parce qu'on est obligé, chers amis, nous aussi, comme on dit chez moi, de nous enfiaffier les chaînes info pour essayer d'avoir, non, mais on est chez les dingues, être sur X pour avoir les rumeurs à droite à gauche. Finalement, on parle de tout sauf du peuple français, on parle de tout sauf de la paupérisation, on parle de tout sauf du massacre social dans ce pays. On recevait la semaine dernière Alexandra Dupuis, qui est avocate notamment de plusieurs dizaines de salariés, sur le groupe Midi, qui est en train de virer 5 à 10 000 salariés. Alexandra se bat comme un beau diable, une bonne diablesse pour essayer. Tout ça passe sous les canons et eux sont là dans les médias à nous expliquer que finalement, il faut un gouvernement d'équilibre. Mais on est chez les dingues, manifestement, on est chez les dingues. Et est-ce que finalement, ce qui devait arriver, arriva, Alexis? Ce qui devait arriver arriva avec cette classe politique. Moi, je pense que oui, cette déliquescence, elle peut pas comme ça durer ad vitam aeternam. Alors, elle a été accélérée par Emmanuel Macron qui a voulu exploser d'abord le bloc de droite puisqu'il vient du PS. Hein. Emmanuel Macron, il grandit au Parti socialiste. Hein. Il nourrit ses ambitions présidentielles avec McKinsey, avec notre argent lorsqu'il est à Bercy, en organisant pour plusieurs centaines de milliers d'euros de dîners avec Brigitte tous les soirs pour faire son réseau parisien. C'est nous. Voilà, avec nos impôts, qui permettons à ce genre de sinistres personnages d'arriver là où ils sont. Et donc, il a dynamité d'abord la droite, puisqu'il venait du PS, et puis maintenant, il dynamite le PS pour continuer de faire exister son mouvement qui ressemble de plus en plus à une secte millénariste. Enfin, là, on est dans l'ordre du temple solaire. Les mecs sont en train de flinguer le pays parce que, visiblement, se suicider, c'est la seule façon d'aller sur Sirius, quoi, où visiblement, la vie sera meilleure. Mais enfin, il faut arrêter ces gens-là. C'est dangereux. Qu'on va arrêter d'utiliser des pincettes. Aurore Berger est une corrompue. Elle a travaillé main dans la main avec le lobby des crèches privées plutôt que d'être ministre. Et ça, ils sont tous quasiment avec des casseroles au cul de cette ampleur-là, sans parler d'Alexis Collère, le secrétaire général de l'Élysée, pris dans des affaires depuis le début, en fait, de sa fonction. Et la justice de notre pays
cette belle justice qui renvoie Benalla en disant bah, ce coffre a disparu, mais c'est normal, c'est pas grave, qui va faire en sorte que Nicolas Sarkozy continue d'aller passer des vacances en Italie et à New York tranquillement et nous faire la leçon de temps en temps avec de beaux livres qui expliquent qu'il est combattant et combatif. Et tous ces gens-là qui n'auront jamais affaire à la justice en réalité. Et cette injustice-là, le fait de voir que les corrompus s'en sortent systématiquement avec les honneurs quasiment, ben c'est ça en fait qui va faire que ça ne tiendra pas. À un moment, tu peux essayer de tabasser la population. Hein, il y a des millions d'euros d'impôts qui sont partis en matraque télescopique. Hein, sachez que voilà comment le ruissellement nous retombe sur la gueule en réalité à coup de matraque. Et ben c'est vraiment honteux en fait, c'est monstrueux. Et c'est pas qu'en France. Hein, faut voir en Grande-Bretagne, Keir Starmer, le nouveau Premier ministre travailliste, il est désavoué, mais de l'ensemble de ses électorats, de tout le monde. Trudeau, c'est un clown. Olaf Scholz, pareil, il perd les élections après élection. Mélanie, on peut pas dire qu'en Italie, ce soit un grand sentiment populaire qu'il y a derrière elle. Et c'est partout pareil. Trouver un pays où vous avez des leaders qui sont aimés et qui ont la majorité du peuple derrière eux. Vous avez peut-être l'Inde avec Modi. Vous avez peut-être la Chine parce que bon bah c'est la Chine. Et peut-être la et peut-être la Russie. Et vous allez ah oui mais Poutine est un dictateur. Ben oui mais alors pour le moment alors on va voir comment la guerre d'Ukraine bouge mais jusqu'à présent et même si on peut pas dire que voilà c'est une grande démocratie, il se fait pas c'est pas la même façon en fait. Et puis vous avez pour moi quelqu'un qui est traité de tous les noms d'extrême droite etc. de collabo, c'est Viktor Orban, le président hongrois. Qui lui fait des référendums et qui dit mais attendez moi je fais des politiques. Orban il est ultra libéral quand il commence, il est pro-européiste à mort et puis il fait un virage nationaliste il y a ça quelques années parce qu'il a demandé l'avis du peuple en disant bah les Hongrois sont pas trop d'accord en fait, il va falloir peut-être revoir la donne. Est-ce qu'en France la 5e République d'inspiration gaullienne est utilisée comme telle? Pas du tout, elle est dévoyée systématiquement par tous ceux qui ont détourné cette 5e République. Dans la tête du général de Gaulle, c'est ok, suffrage universel pour le président de la République, mais sa responsabilité, c'est d'écouter le peuple par référendum, et quand il est désavoué, de se démettre. Et alors depuis Giscard, mais c'est une blague, voilà, c'est une blague. Pas de référendum, ou quand il y en a, bah c'est pas grave, c'est pas ce que vous avez voté. Et pour ce qui est de se démettre, c'est maintenant. Moi, je suis la stabilité, donc mais est-ce que quand De Gaulle s'en va, on dit mais ah mon Dieu, c'est pas la stabilité, c'est non, stop. On a affaire à des minuscules affairistes qui sont en train de foutre en l'air un pays qui avait tous les atouts du monde. Et ça, moi, ça me rend dingue, oui. Alors, c'est intéressant parce que tu vois, je trouve là depuis quelques jours, notamment sur le réseau TikTok, que j'écoute aussi parce qu'il y a pas mal de vidéos intéressantes et de gens qui poussent des gros coups de gueule. Je suis en train de me rendre compte qu'il y a de plus en plus de petits TPE, de petits entrepreneurs qui sont en train de péter un câble. Ah oui, mais tu se font égorger littéralement d'impôts. Mais ils sont en train de faire les poches des Français. Non mais il faut voir que Bercy, Bruno Le Maire se barre et là vous avez l'URSSAF, le service des impôts qui sont en train d'essayer de récupérer toute la caillasse qu'ils peuvent dans les poches des Français. Et le peu d'argent que vous avez gagné à la sueur de votre front, les mecs arrivent pour essayer de boucher un trou qu'ils ont fait alors que t'en voulais pas. Mais stop! Vous avez le consentement à l'impôt, il a ses limites. Et là, que fait Barnier? T'as quand même Barnier, le gouverneur de la Banque de France, et Moscovici, patron de la Cour des comptes, qui t'explique qu'il va falloir augmenter l'impôt des très riches. Si c'est les très riches, pourquoi pas? Je pense pas que si on ampute quelques milliards à la fortune de centaines de milliards de Bernard Arnault, il va pleurer. Donc, pourquoi pas? Après, on va dire la compétitivité, vous savez, monsieur machin. Mais Macron a vidé les caisses de l'État en faisant des cadeaux fiscaux aux plus riches. Il est en train de faire la poche des plus pauvres pour essayer de combler les trous. Ce mec est un scandale. C'est une fraude absolue. Et là, il t'explique que ligne rouge, on va pas augmenter les impôts. Mais les impôts, ils augmentent. Il y a qu'à voir le prix de l'énergie. Il y a qu'à voir le prix de l'essence. Il y a qu'à voir la TVA qui est maintenant partout. Ils essayent de gratter tout ce qu'ils peuvent. Les faux impôts, en fait, où on fait croire qu'ils n'augmentent pas alors que, ah tiens, la taxe d'habitation va encore augmenter. Bah alors, ils augmentent les impôts. La taxe foncière, enfin oui, je sais plus laquelle. Il y a tellement de taxes, mon pauvre monsieur. Mais merde! En fait, à un moment, tu dis, écoute, c'est quoi? Mais ils ont fait le prélèvement à la source pour une bonne raison. Ils savent très bien que là, le consentement à l'impôt, c'est bientôt fini.
si ça continue comme ça. Donc le prélèvement à la source permet de dire bon bah on leur fait les poches et vas-y et on va voir ce qu'ils vont faire. Ce qu'ils vont faire, ils vont peut-être faire un mur bancaire et dire bah on retire la thune, on achète de l'or, on se barre à l'étranger, mais ça va très mal se passer. On a affaire à des gens qui sont en train de vouloir maintenant faire main basse sur l'épargne des Européens pour financer une guerre qu'on est sûr de perdre. Enfin stop, c'est quand est-ce qu'on les arrête? Moi, ce qui me choque, c'est de voir qu'aucun parti aujourd'hui n'a le courage de dire stop. Et les seuls qui vont alors, le plus loin qu'ils peuvent, c'est l'article 68, c'est la France insoumise. Et après, voilà. Mais c'est et de dire il faut taxer les plus riches, etc. Mais les autres, c'est rien. Ils sont d'accord. Ils sont d'accord avec ce cirque. Ils sont tous d'accord avec faut faire la guerre en Ukraine. Oui, Israël a le droit de se défendre en tuant des milliers d'enfants. Tout ça, il y a aucun problème. On est d'accord avec tout ça. Mais enfin, demandez aux Français s'ils sont d'accord. Peut-être qu'on aurait un autre son de cloche. Et alors les sondages BFM et les personnalités politiques préférées des Français, Gabriel Attal, Édouard Philippe, Adolf Hitler et Joseph Staline. C'est Michel Barnier, comme de par hasard aujourd'hui. C'est Michel Barnier. Bon bah c'est bien. Bah je sais pas. La semaine dernière c'était Joseph Staline. Enfin je sais pas. Même Morvel, c'est quoi ces sondages quoi. Oh. Ouais. Non, mais c'est un vrai problème. Là-dedans, encore même Éric Brunet, je l'ai écouté cette semaine sur RTS, c'est pas forcément ma tasse de thé, mais peu importe. Il avait une réflexion intéressante où il disait notamment que les contribuables français, ils comprenaient pas pourquoi ils se révoltaient pas. C'est Brunet, c'est pas moi qui le dis, notamment par lui. Il a raison. C'est-à-dire qu'en disant il y avait des taxes incroyables, des services publics qui n'étaient plus à la hauteur. Il était étonné que les Français, à un moment donné, se fâchent pas tout rouge. Et je souscris. Mais on est fâchés. Mais attends. Éric Brunet, je sais pas combien de milliers il est payé par mois pour de temps en temps faire un peu Monsieur Tout le Monde et dire ah bah quand même c'est dégueulasse. Tout comme Pascal Praud. Mais est-ce que à un moment ils vont vraiment dire des choses ou est-ce que quand Pascal Praud reçoit Gérald Darmanin il dit mais alors quand même les cadeaux de millions d'euros d'impôts aux Qataris c'est quand même fort de café quand vous étiez à Bercy Monsieur Darmanin. Il pose pas la question quand il a Darmanin face à lui. Donc ça va 5 minutes. C'est-à-dire que oui tu peux jouer à l'indigné à Monsieur Tout le Monde mais alors si tu as une tribune profites-en, essaye de dire les choses. Essaye de dénoncer les choses aussi. Moi, c'est ce que j'essaie de faire avec mes invités pour voilà, faire en sorte que des gens comprennent en fait l'arnaque dans laquelle on est baigné. Et là, le consentement à l'impôt, je suis désolé, c'est juste plus possible. Sauf que attention, on peut pas dire d'un côté on a diminué l'impôt des plus riches et on continue, et de l'autre dire on va trouver des taxes à la con comme la taxe carbone pour faire payer l'essence aux cons, parce que c'est ça, hein, les cons payent, voilà, et les malins, ils ont un avocat fiscaliste qui leur explique comment ne pas payer. Ça marche pas en fait. À un moment c'est stop. Et puis surtout la vraie question, et ça je suis désolé, c'est pas Pierre Moscovici qui va y répondre, c'est où va notre argent? Où va notre argent? On est un des pays d'Europe les plus taxés et on voit qu'on a des services publics qui étaient autrefois florissants, qui sont en train de se délabrer à vitesse grand V. Tu prends la France dans les années 70-80, tu avais une école, un hôpital, une maternité à 20 km, 15 km de chez toi. Aujourd'hui, tout ça, c'est fini. C'est fini. Il y a des pôles d'excellence qu'on nous a fait. Voilà. Tout ça grâce à McKinsey, à Bain Consulting, aux Français aussi du conseil, avec Roselyne Bachelot qui était à la manœuvre, avec tous ces mecs de droite et de gauche qui ont donné les clés de l'État au cabinet de conseil anglo-saxon en leur disant démerdez-vous, ce qu'on veut c'est que à la fin c'est vous qui soyez responsables et pas nous parce que nous c'est que des emmerdes, hein, voilà. Donc stop et aucune justice, et la justice qui passe et le scandale du chlordécone, déni de justice absolu sur un scandale sanitaire majeur. On peut parler, alors si on en parle, votre chaîne va sauter, des vaccins Covid. Mais voilà, mais scandale sanitaire majeur, et rien ne se passe. Et tu te dis, mais enfin, je suis désolé, à un moment, si ça continue, c'est aussi parce que les Français sont englués dans le réel, dans le quotidien, qui doivent se battre pour finir le mois, qu'ils ont peur. Pour eux et pour leurs enfants, si jamais ils vont dans la rue, ça très bien que ça se passera mal pour leur gueule, que la rue n'est pas la solution, que si tu veux arrêter le consentement à l'impôt, c'est l'État qui gagne, et en plus tu as le prélèvement à la source. Enfin, on est coincé de toutes parts. Faut voir que là, on est dans une sorte de prison, et pour à part se taper la tête contre les murs, c'est très difficile d'en sortir. Donc il faut la carte, il faut le prison break, se tatouer la carte et trouver comment sortir, parce que c'est vraiment ça. Et pour moi, sortir, c'est d'abord un grand ménage sur la classe politique actuelle qui se fout de nous, mais littéralement. Ensuite, l'audit réel des comptes publics, et la Cour des comptes est responsable pour le coup de ne pas le faire correctement.
où va cet argent. Et puis un audit de la dette, qui est propriétaire de la dette française, alors à savoir exactement qui, et un moratoire sur la dette, enfin revoir l'idée de dire on ne peut pas continuer à s'endetter de cette façon-là, mais on ne peut pas continuer non plus à payer de la dette à des gens qui ont joué parce que c'est un produit financier avec l'argent des Français. Voilà, c'est tout. Et puis alors le dernier truc, qui est l'éléphant dans la pièce, c'est évidemment l'Union européenne. On arrête. Voilà. Ça, ce sont des vraies questions aujourd'hui, concrètement. Et Bruno Le Maire ne voulait même pas, avouer qu'il ne savait pas, enfin, il disait qu'il ne savait pas qui détenait la dette française. C'est incroyable. C'est incroyable. Il sait très bien. Et même si tu cherches un peu, tu sais très bien. T'as évidemment des Émiratis, t'as la Chine, t'as des pays européens, t'as la France aussi, les banques françaises. Mais voilà, c'est pas compliqué. C'est juste qu'il y a un tel mensonge, une telle opacité, alors qu'on demande de la transparence aux Français non-stop. Hein. Mais alors quand tu demandes les lettres plafond, non, c'est compliqué, vous savez. Alors que c'est obligatoire. Hein. Les parlementaires ne peuvent pas travailler sans ces documents. Constitutionnellement, Coquerel a le droit, tout à fait le droit, et notre ami Atessou et Charles Amier de Courson ont tout à fait le droit d'aller chercher les documents à Matignon ou à Bercy, comme tu l'as très bien dit. Ils se sont fait renvoyer comme des malpropres, ils sont sortis avec 3 post-it et demi. Enfin, on est chez les dingues, ces gens-là piétinent surtout, ils sont prêts à tout pour mais il fallait aller avec un Fenwick, hein. Voilà, faut aller avec un Fenwick à Bercy, si ça continue comme ça. Malheureusement, je veux dire, ce qui est fou avec les Gilets jaunes 2018, c'est que c'était possible en fait. Là, le Fenwick, il est rentré dans le ministère et ils avaient peur, ils s'étaient pas organisés. Ils n'avaient pas vu en fait venir une révolte populaire qui aurait pu se transformer en révolution. Donc là, oui, on aurait pu renverser la table. Très vite après, ils ont compris que une répression sanglante suffirait à faire l'affaire, et ça a fonctionné visiblement, puisque les médias ont fait leur travail aussi d'endormissement derrière, quoi. Mais 2018, imaginez 1 an de mandature de Macron, t'as une grande majorité de Français qui comprennent le danger et la fraude que c'est. Les plus éveillés, les plus courageux se font massacrer. Et le reste, rentre dans le rang, quoi. Et après, t'as la réforme des retraites. Alors là, ça dérive sur une lutte syndicale pour les droits des travailleurs. Tout ça finit avec Laurent Berger qui part à la retraite dans la finance, et puis en disant on n'a pas réussi, c'est dommage. On était des milliers dans la rue, des millions dans la rue, que dis-je. Tabassage, là aussi, hein, déni du droit de grève et déni du droit de manifester par un autocrate qui est un autocrate. Enfin, Emmanuel Macron, faut arrêter de l'appeler un démocrate, un progressiste. C'est un autocrate qui n'est pas démocrate, qui est illibéral dans sa façon de faire et qui a en plus une vision très fascisante de la société, pour ne pas dire autre chose. Donc stop, arrêtez avec les pudeurs de gazelle et les mots qui ne veulent rien dire. Ça me fait marrer. Tous les ans, les mecs découvrent qu'Emmanuel Macron est un putain de fasciste, quoi. Mais 2018, combien d'éborgnés, combien de mecs massacrés, combien de mecs en chaise roulante maintenant? Oui, c'est 5000 blessés. Hein. Les Gilets jaunes, c'était au moins 5000 blessés, plus les borgnés, les mutilés, les gens qui ont été incarcérés. Je crois que c'est entre 800 et 1000 personnes ont été incarcérées. Et les prisonniers politiques, bien sûr. Enfin, non, mais stop. Et là, vous avez la Nouvelle-Calédonie. Macron fait la merde là-bas en revenant sur des lois électorales. Pareil. Alors, c'est encore plus violent là, parce qu'on parle de milices, on parle de guerre civile, hein, quasiment en Nouvelle-Calédonie en réalité. Et qu'est-ce qu'il fait? Il emprisonne les leaders politiques et en plus, il les emprisonne en France métropolitaine, hein, pour bien les punir. On est vraiment là dans un truc dégueulasse. Enfin, il y a rien qui va, vraiment. D'ailleurs, il y a des émeutes en Martinique depuis 2 jours, 3 jours. Oui, contre la vie chère. Ça aussi, vous allez chercher un peu avec des jumelles pour trouver l'information. Mais oui, en Martinique, les gens commencent à en avoir le bol. Je sais pas, alors nos amis martiniquais nous le diront, et n'hésitez pas à nous le dire en commentaire si vous n'aurez plus la Martinique. Et d'ailleurs, il faudra qu'on fasse un sujet là-dessus, bien entendu. Mais bien sûr. Le prix de la vie en Martinique, mais c'est juste pas envisageable. C'est 40% plus cher. Enfin, tous les produits qu'on paye ici, ils les payent 2 fois plus cher, 3 fois plus cher. C'est insupportable. Mais c'est une folie. D'ailleurs, les médias, il nous reste encore 4-5 minutes. Cher Alexis, merci d'être là ce matin. Pour ceux qui viennent de nous rejoindre, cette interview est enregistrée. Elle a été enregistrée ce jeudi, puisqu'Alexis, vous le savez, il anime l'émission sur Sud Radio entre midi et 2. Là-dessus, son émission en remplacement de André Berkoff, qu'on salue aussi, cher André. Et donc, c'était plus simple de l'enregistrer. Donc, à l'heure où on enregistre cette émission, on ne sait pas si Michel Barnier a démissionné ou pas démissionné, mais peu importe, on va dire au début de l'interview. Écoute, ce sera marrant de regarder demain. Ah ouais, dis donc, waouh. Ouais.
Non, mais on est sûr. Et les médias aussi ne font pas un travail. On le sait, on le dit en permanence. Notamment, tu l'as dit rapidement tout à l'heure, l'affaire du Qatargate entre Darmanin et Jérôme Fournel. Jérôme Fournel, qui était le directeur de CAP de Bruno Le Maire, qui est passé par tous les postes énormes de la DGFiP, qui aujourd'hui a été imposé par Macron, permettez-moi de le penser, à Barnier, ça lui faire plaisir, à Michel Outroy-Cabarnier Barnier d'ailleurs, dans ce truc. Et lui aussi est impliqué. Enfin, il y a quand même des soupçons, on va dire, le bénéfice du doute et bien sûr la présomption d'innocence, mais il y a quand même une histoire quand même de nettoyage d'impôts qui est assez terrible. Nous, Français, on a du mal à comprendre parce que nous, quand on reçoit une note URSSAF, une note DGFiP, on la paye, sinon on en prend plein la mouille, concrètement. Oui, mais nous, on n'est pas un navire qatari, Nicolas. Voilà, c'est bien tout le problème. Tu vois, nous, on n'offre pas des belles toquantes à 150 000 balles à Nicolas Sarkozy, qui est amateur de montres. Nous, on leur offre pas des petits safaris, des petites vacances sur des yachts privés, tu vois. On n'achète pas. Et alors, ce qui est marrant, c'est que la classe politique française s'achète à beau compte, quelques montres de luxe, 2-3 voyages, et hop, c'est l'affaire est dans le sac, quoi. C'est vraiment dingue de voir ce niveau de corruption en fait ouvert, public, et de dire que la justice ne fait rien là-dessus et qu'on va aller emmerder 2-3 partis opposants politiques pour bien dire attention, c'est très dangereux ce que vous avez fait, mais bordel, où sont passés les millions de Macron de chez Rothschild? Vous croyez que c'est dans la cuisine de Brigitte Touquet? Non. Où sont passés les milliards de pots de vin avec McKinsey qui a créé En Marche? Mais là encore, mais non, mais ils étaient sur leur temps libre, c'est pas du tout ça. Le fait que et Élise Lucet va voir Blanquer qui tu vois pour son reportage sur McKinsey qui ne veut pas répondre, qui dit mais vous êtes qui? Vous êtes un danger pour la démocratie à poser des questions en fait. Je répondrais il dit même pas je répondrais devant les juges parce qu'il sait qu'il sera jamais devant les juges. Mais ce déni et cette morgue de ces gens-là qui se savent au-dessus des lois et qui continuent de faire la leçon à des Français qui sont dans la merde. Mais enfin, moi, ça me rend dingue. Vraiment, ça me rend dingue. Je suis très énervé depuis quelques mois. Et ça va faire que monter en gamme, là. C'est insupportable de voir son pays couler comme ça, en fait. Parce que quelle issue politique aujourd'hui? Il y a une véritable déconnexion totale de nos élites, de notre classe politique et des partis de l'opposition. On en a parlé Oui. Concrètement, la question est toujours la même, c'est est-ce qu'il y a une incarnation politique? Est-ce qu'on a une porte de sortie? Est-ce que le peuple français, à un moment donné, aura une porte de sortie pour récupérer? Mais il en faut une. En fait, je vais te dire, c'est-à-dire que là, on joue dans une prison. C'est pour ça que je dis qu'il faut une carte prison break pour en sortir. La seule solution pour en sortir aujourd'hui, c'est la création d'un parti populiste qui va parler aux abstentionnistes et au-dessus de tous les partis. Ce sera la force majoritaire de ce pays. Pour la création d'un tel parti, il faut des gens qui ont un CV qui est blanc comme neige, qui ne sont pas déjà en collusion avec des lobbies et des banques d'affaires, qui ne viennent pas du Bilderberg ni du Global Forum de Davos, qui ne sont pas des young leaders et qui ont une vision du monde où la France est un grand pays et a droit à sa souveraineté et à son choix. Ce parti n'existe pas. Vous avez plein de partis du côté des souverainistes qui existent. Florent Philippot a fait un grand meeting à Arras. Il y avait plus de 2000 personnes, il me semble. Mais voilà, il n'est pas invité sur les plateaux des chaînes d'infos pour parler de ce mouvement, ni de ce qu'il fait. Asselineau, n'en parlons pas, ça fait des années qu'il fait ça. Il n'est pas invité. Dupont-Aignan, il n'a pas été réélu suite à un accord pour le virer de son siège de député. Et puis j'en oublie, vous avez... Il y a Philippe Murer aussi qui a monté son mouvement. Enfin, bien sûr, Kuzma qui a son mouvement. Philippe Murer, je l'avais invité au Monde Moderne pour nous expliquer pourquoi il faisait ça. Les médias ne font pas exister. Et puis au-delà de ces mouvements souverainistes, tous ces mouvements démocratiques, populaires, sur le RIC constituant, sur l'Assemblée des Gilets jaunes, tout le travail que font les citoyens normaux de politique, parce que eux savent qu'on peut s'engager en politique et qu'il faut le faire, et qu'il est question aujourd'hui de faire émerger un grand parti populiste et populaire, les médias empêcheront tout pour ça. C'est vraiment, pour moi, la seule solution, c'est un parti qui va changer la donne, un parti représentatif, enfin, en disant on ne peut pas continuer comme ça avec des partis qui parlent soit de sujets transverses étrangers, soit qui vont vous faire croire que le problème c'est vous. C'est pas possible en fait. Quand Laurent Wauquiez, tout content d'être élu député, revient, le premier discours qu'il a, sa priorité c'est quoi? C'est lutter contre l'assistanat. Oh lolo, tu rembourses quand les notes de frais? Tu les publies quand les notes de frais? Stop. Ces mecs-là, voilà ce qu'ils ont dans la tête. Leur premier truc, c'est il faut arrêter l'assistanat. Mais alors on va arrêter tout de suite de subventionner la presse, par exemple, de milliardaires. Vous savez combien de millions chaque année partent pour Le Monde, pour Paris Match, pour Télé Loisirs, pour Le Figaro?
Alors que le groupe Dassault, Xavier Niel, Bernard Arnault, Bolloré ont suffisamment d'argent pour financer leurs danseuses. Ouais. Oh. Et on appelle ça, c'est pour la pluralité de l'info et pour la démocratie. Ouais. Oui, bien sûr. On peut se poser des questions. Concrètement aujourd'hui, mais d'ailleurs, on peut le dire aussi, l'audiovisuel public aujourd'hui, c'est 5 milliards par an. C'est quand même des sommes colossales. Colossales. Pour un pluralisme, on va être très clair tous les deux, Alexis, on n'est pas beaucoup invités sur ces chaînes-là. On n'est jamais invité sur ces chaînes-là, et ces chaînes-là, en plus, font de la propagande sur les sujets du jour, c'est-à-dire tous les sujets de l'agenda 2050, le climat, le wokisme, etc. C'est des chaînes de propagande. Voilà, et tu te dis, on finance ça avec nos impôts. Et à un moment, tu dis, mais en fait, j'ai pas envie d'avoir une série encore sur... Enfin, tu vois, c'est... Wow. En tout cas, on te sent très énervé, Alexis, et c'est légitime une nouvelle fois parce que la situation, nous, en tant que commentateurs politiques, éditorialistes et patrons de médias indépendants, bien entendu, et également citoyens, franchement, la situation commence à devenir insupportable. C'est vraiment insupportable. En tout cas, merci, Alexis, d'être venu ce matin. Alors, merci beaucoup. La veille, parce qu'Alexis, je le rappelle, pour une dernière fois, tu animes l'émission sur Sud Radio à la mi-journée. C'est pour ça qu'il était préférable, plus simple pour tous, pour toi et moi, de l'enregistrer ce jeudi. En tout cas, je te souhaite une excellente journée, une bonne émission ce vendredi. Ouais. Merci. Et j'ajoute le Monde Moderne. Si vous pouvez nous suivre également sur YouTube, la chaîne du Monde Moderne, bientôt 175 000 abonnés. On vise les 200 000 à la fin de l'année. Ce serait formidable. Merci beaucoup. Et la chaîne aussi de Nico, qui est sur Toxa, mais qui a Putsch. On a le droit d'en parler. On est tous nos médias, en tout cas. Voilà, bien exactement. N'hésitez pas à soutenir, bien sûr, aller chez Alexis et aller aussi sur Toxa, en tout cas. Merci d'être là. Merci, mon cher Alexis. On te souhaite une excellente journée et une excellente émission. Merci beaucoup. Salut, bonne journée à toi. Salut, Alexis. bonne journée. Le